De retour sur la libre antenne, on voit que vous êtes toujours aussi attentif et perspicace. Hein. Mon Dieu, quelle acuité visuelle, mes amis. Hein. À chaque pause, ils ont de plus en plus petits yeux, j'ai remarqué, on nous dit. Donc tu vois, effectivement, c'est le thé. Oui, c'est ça, c'est le thé. C'est le thé, c'est confirme. ambiance. Tu connais les vidéos d'Ahmed Moalek parce qu'il boit du thé, les gens lui avaient reproché beaucoup, oui, bois du thé et tout. J'ai dit, bah, moi, en plus à l'époque, je me disais, bah oui, c'est très bien, il boit son thé pendant la vidéo. Tu vois. Donc j'ai décidé de faire pareil aussi. Ça apaise un peu. De boire mon thé pendant la vidéo. Alors ça énerve certainement ça sur le Ouais, chat. parce qu'en plus, toi, tu bois ça à l'anglaise avec du lait. Ah ouais, mais ça tu le dis. Ah tu vois, tu vas cramer. C'est ma concession britannique, l'agent britannique. Je bois du thé au lait. Donc, non mais c'est vrai. Alors on nous a dit aussi chouette chanson de Saez, merci pour la découverte. Et ben voilà, un super artiste hein, qui, on l'espère, devrait venir bientôt ici. Alors vous voyez, grand scoop. Qu'est-ce qu'il y a encore Dieudonné, fausse alerte à la bombe au théâtre de l'Amador, le Mossad commence son boulot. Oui, c'est vrai que ça commence mal. Tant que c'est une fausse bombe, ça va, ça c'est QSR qui nous répond, effectivement. Et il y a Polo de Lisbonne, c'était un ananas chaud, C'est ça. C'est vrai que non mais c'est une blague quand même, c'est vrai, c'est une blague des ananas et des quenelles. Bah, c'est vrai que c'est marrant. Moi, le jour Ça dans devient le... drôle, non mais imagine le mec qui va présenter son menu bientôt au restaurant, alors j'en ai des quenelles de veau, et puis une salade d'ananas. Mais je suis sûr que ça fait marcher le marché de l'ananas et de la quenelle. Hein. Non, il paraît qu'il y a la chute des ventes de quenelles. Ah bon Non, avec la pub qu'ils font sur ce truc, sur cet aliment que la plupart des Français avaient presque oublié. Oui, c'est ça, c'est... C'est bon la quenelle. C'est bon les quenelles en plus. Bien préparé. Exactement. Alors on disait qu'il y avait des... on allait parler dans cette dernière partie des solutions. Alors tout à l'heure tu avais évoqué cette solution qui a été reprise hein, sur le chat. Enfin, ça a beaucoup adhéré à effectivement cette espèce d'invasion d'envoyer des courriers. Voilà. Donc tu nous as dit qu'il y avait la page Facebook, on va la rappeler, comment s'appelait cette page? Les courriers de la révolte. Les courriers de la révolte, voilà. Parce qu'il faudra un peu se centraliser, parce que finalement cette action, elle est simple, Ouais. efficace, mais il faut juste qu'elle soit coordonnée. Alors il faut déjà qu'il y ait du monde dès le départ parce qu'avant Voilà. de dire on l'organise, on la structure, il faut déjà que les gens acceptent de jouer le jeu. Et je pense que les gens seraient capables. Moi, regarde, il y en a plein ici. Je suis sûr que, voilà, derrière ceux qui nous regardent, ils ont envie de faire des choses. Et on le voit bien qu'à notre portée de citoyen, on va dire, dans notre à l'état où on est là, on a besoin de ces choses simples. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ces solutions-là parce qu'elles sont simples. Il nous faut des solutions simples parce que les trucs compliqués. On voit bien que ça a été le problème de la révolte monétaire parce que ça a été le premier outil que j'ai développé. Et j'ai senti qu'au-delà des points de vue partisans ou une certaine apathie qui fait qu'on ne veut pas trop s'investir dans des choses compliquées, voilà, tout ça en fait c'était des choses qui bloquaient. Donc après j'ai continué vers d'autres stratégies qui me paraissaient plus sûres. Donc d'abord j'ai commencé à monter mon propre média qui s'appelait Poil à gratter, qui c'est une formule papier. Donc ça c'est des choses qui sont simples mais qui demandent à ce que effectivement c'est assez compliqué aussi à monter. Alors, un peu compliqué à monter mais très efficace. La presse alternative parce que ça fait partie hein, de tes solutions d'insurrection. Tout à fait. La presse papier surtout. C'est important parce que sur internet, je sais que j'en fais hurler beaucoup, hein, surtout quand je viens dans une tu vois, Média TV qui est quand même une web TV. Ça en fait hurler parce qu'ils se disent mais non, Internet c'est une révolution. Oui, mais c'est une révolution limitée à des gens qui ont l'habitude d'utiliser Internet et qui en plus sont habitués à faire une recherche spécifique d'une information. Donc à la différence d'un média papier qui lui est apporté directement dans les mains du lecteur, où c'est une information passive, il n'a juste qu'à la lire. Tout le travail de recherche d'information a été fait pour lui, il se contente de la lire. Ouais mais la télé, l'avantage c'est qu'en plus il pose son cul sur le canapé. Exactement. Il avait les pieds en banane, tu bois ton thé et tu... Tu as le cul posé aussi parce que moi nous Poil à gratter on veut le distribuer aux sorties d'usines, dans les universités ou tout bêtement dans les stations de tramway. Ah, ça sera distribué gratuitement. Voilà. Alors pas gratuitement, contre libre participation. À libre participation. Voilà, c'est ce que fait déjà Solène Suloro avec l'Audible que je vous encourage à supporter sur Paris. Parce qu'elle vraiment elle fait un super taf et elle se démène et c'est compliqué. Je suis bien placé pour le savoir parce que au-delà même de distribuer un journal, il y a aussi tout le montage qui est derrière. Moi je me suis fait chier avec ceux qui m'aident dans ce projet-là sur des questions de graphisme. Ça fait déjà 2 graphistes qui nous passent à la trappe parce qu'ils n'ont pas le temps.
Et là, on en a une troisième qui, logiquement, va nous aider. Je pense que c'est verrouillé, mais voilà, de chat échaudé craint l'eau froide, donc je fais attention. Donc ça retarde ce genre de projet. C'est très difficile à faire, mais ça marche. Parce que la presse papier, en plus, elle est un peu en désuétude, j'ai envie de dire, non? Tout simplement d'un point de vue qualitatif. Mais si maintenant vous apportez une presse papier qui est impertinente dans le sens où elle peut être drôle pour essayer de faciliter la pédagogie, mais en même temps elle traite des sujets de fond, elle permet de publier des lettres de citoyens qui vont se révolter un peu. Moi, dans Poil à gratter, chose que je veux faire, qui rejoint d'ailleurs les courriers de la révolte, c'est de dire qu'il y aura toujours un recto verso découpable pour le président de la République, où je dirais vous n'avez plus qu'à envoyer. Donc là, les gens n'ont même plus rien à faire. Ils ont juste à envoyer le courrier qu'ils ont découpé dans le journal. Donc c'est une façon de rendre le journal plus interactif et voilà. Et puis le papy de 80 ans qui n'est jamais sur Internet, le prolo qui ne se contente de regarder Téléfoot en chiant sur les politiciens qui sont jamais sur Internet et sur les sites que nous connaissons, pour s'informer, finalement il a accès à une information, ces gens-là auront accès à des informations qu'ils ne pourraient pas avoir parce qu'ils ne sont pas sur les sites internet ou sont même pas d'ailleurs sur internet. Donc la presse papier a encore son épingle à tirer du jeu. D'ailleurs c'est elle qui a porté des révolutions, la révolution de 1789, au moment où elle démarre, il faut savoir qu'en 1788 il y a les cahiers de doléances qui vont être lancés par le roi Louis XVI parce qu'il y a une grave crise financière. Donc Louis XVI, qui était en fait un roi qui était beaucoup plus ouvert d'esprit qu'on le croyait, a aboli toutes les lois sur la censure de telle façon à pouvoir consulter toute la population française. Résultat des courses, il y a eu plus de 1500 journaux qui vont paraître alors qu'il n'y avait rien quasiment au départ. Et on est passé de quasiment rien à 1500 publications en 10 ans, donc tout le temps de la Révolution française avant que Bonaparte reprenne les commandes. Et c'est cette liberté de la presse qui l'aura perdu, pour le coup, mais qui aura aussi permis d'accompagner une révolution. De la même façon, les communistes en Russie, c'était des ouvriers qui au départ s'étaient intéressés aux idéaux de Marx et de Lénine et commençaient à sortir plein de publications papier, et ça a fait un effet boule de neige parce qu'ils découvraient toute une autre logique de pensée qui allait contre l'empire russe de l'époque. Ouais, mais bon, il y a aussi Trotsky et mais après on peut... sa bande de mercenaires. Bien sûr, venus de New York. Mais même sur la Révolution française, il y a beaucoup à décrire. Et moi, ce que je vois, c'est pas l'idéal politique qui est porté. Ça, c'est chacun a ses points de vue. On constate bien d'ailleurs sur les questions de Soral ou cannabis que ça divise les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'on développe des outils pour que la liberté de pensée puisse s'exprimer réellement, que les Français puissent avoir un esprit critique, parce qu'on va avoir des textes de fond de gens qui ne seront pas d'accord. Moi, dans Poil à gratter, j'aurais aucun problème à publier quelqu'un qui est partisan d'égalité et réconciliation, et juste après quelqu'un qui est un bon communiste qui va dire je ne suis pas d'accord. La question, c'est simplement que je veux faire du qualitatif avec des faits, des sources, des textes de loi, des chiffres, des sites officiels qui sont des références officielles qui sont données de telle façon à ce que les Français se disent on n'est pas en train de nous entuber ou de nous faire des slogans sur une pleine page. On est vraiment en train de nous expliquer quelque chose, un point de vue. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais au moins, il y a un esprit critique qui est permis. D'accord. Alors bon, là, on me dit, parce qu'évidemment, ils ont fait des petits apartés, on me dit... pour ceux que la santé intéresse, pas arrête le lait, c'est pas bon. C'est Polo de Lisbonne, Saquet de ma santé, tu m'as cramé avec les lèvres chères, Polo, c'est gentil. Je vais éviter de mettre trop de lait. Alors, on nous dit, Monsieur Sylvain Baron, c'est le citoyen engagé du site qui porte le même nom. Ah, tu as un site qui porte ton nom Si c'est l'état de nécessité, moi j'ai qu'un blog, c'est l'état de nécessité. Alors, l'état de nécessité, parce qu'il y a peut-être un autre Sylvain Baron qui a un site sylvainbaron.fr. Oui, mais c'est peut-être celui-ci. Je vois pas d'autres... j'ai jamais vu, j'ai déjà tapé par curiosité mon prénom et mon nom sur Google. Et c'est ça qui tombe en premier. Voilà, LKJ, boit du thé, Polo, aromatisé aux fines herbes en plus. Sympa, oui, évidemment, vous faites le lien, tu vois, oui, du thé spécial, et il a mis du lait dedans, évidemment, on nous précise, évidemment. Ils sont très drôles, de toute façon, on les aime beaucoup, ceux qui restent connectés. Faut chambrer un petit peu, faut garder faut chambrer un peu, faut garder l'humour. Non, parce que figure-toi, une fois, ça t'a fait engueuler parce qu'on avait passé un morceau de salsa. On nous avait dit, ouais, la salsa, c'est la salsa dans la résistance et tout. On leur avait dit, mais les gars, faut se détendre du slip. Déjà, c'est pas américain, ils devraient être contents. Voilà, c'est pas du Lady Gaga quand même. Tu leur balances un morceau israélien, alors là, on vous fera une blague un jour quand même, il nous donne une bonne idée.
On vous fera une petite blague. On vous fera une petite blague. Et, donc pour en revenir donc aux solutions, parce que on parlait donc cette solution juridique donc d'envahissement aussi de lettres qu'on pouvait écrire au procureur. Ça, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc comme je disais, les stratégies un peu complexes ont tendance à rebuter. Donc derrière, j'ai commencé à réfléchir sur d'autres sujets et j'invite d'ailleurs tous les gens à chercher, à taper appel au magistrat sur Google. Ça suffira pour tomber sur mon site et une lettre de dénonciation que j'ai envoyée au procureur de la République de Paris. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sur Internet constatent, donc sur les sites spécialisés, les maintes trahisons que nous subissons. Il râle, c'est compréhensible, mais à aucun moment il se pose la question de savoir si tout cela est bien légal, ces trahisons. Et on est encore dans un état de droit, nous avons un code pénal, et quand on regarde bien, non seulement il y a des violations constitutionnelles, ça on le sait très bien. Le problème c'est que la Constitution, elle est interprétée comme on le veut, surtout quand ce sont des politiciens qui sont censés la tenir à travers le Conseil constitutionnel et non une Cour constitutionnelle composée de magistrats. Donc la Constitution, c'est difficile de jouer avec quand on veut dénoncer une trahison. Par contre, dans le code pénal, on a tout un ensemble de textes sur les trahisons, notamment les intelligences avec une puissance étrangère. Et dans le cadre de l'affaire Snowden, que la plupart des gens ici, je suis sûr, ceux qui nous écoutent connaissent bien, voilà, ils ont eu la totalité des informations, donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a eu nombre de textes de loi du code pénal qui poussent à la prison et plusieurs décennies de prison qui ont été violés par le président de la République. Au-delà même de l'article 5 de la Constitution qui a été violé sur le fait que le président doit préserver l'intégrité territoriale, etc., etc. Non, dans le code pénal, il y a la notion de haute trahison et de l'espionnage qui est dans le titre. Le fait de ne pas avoir les diapos, c'est toujours compliqué. Mais il suffit de chercher dans le code pénal, vous tapez le mot-clé qui vous intéresse par rapport au fait qui est reproché à un politicien quelconque. Vous tapez Légifrance juste à côté et vous avez plein de textes de loi qui apparaissent, qui sont tout à fait faciles à lire et à comprendre. Et vous dites, mais merde, pourquoi personne ne fait rien? Parce qu'il suffit juste d'envoyer une lettre de dénonciation au procureur de la République de Paris. C'est le seul qui peut jouer sur les ministres ou le président de la République. Les députés, c'est un petit peu plus compliqué parce que je suppose qu'on peut s'adresser à ce moment-là au procureur de la République de sa ville. Mais de la même façon, on peut envoyer plus de magistrats que possible. Plus il y a de magistrats qui sont au courant, mieux c'est. Mais vous envoyez un recommandé, donc ça coûte le prix d'un recommandé. Je suis navré, ça doit coûter dans les 5 €, c'est très cher. Mais voilà, une lettre de dénonciation avec tous les faits reprochés, caractérisés en droit pénal, parce qu'il y a des tas de textes de loi qui peuvent aider. Moi, je me suis fait chier à le faire, j'ai pas fait d'études de droit, donc j'ai fait vérifier après par un avocat pour être sûr, mais ça allait, il n'y avait pas de problème. Donc si un citoyen comme moi qui n'a jamais fait d'études de droit, qui a qu'un BEPC en magasin, arrive à le faire, n'importe qui peut le faire. Ce qu'il faut par contre, c'est être nombreux, parce que derrière, si on a un procureur de la République qui envahit de courrier dans son bureau pour dénoncer des faits c'est ce qu'on nous dit là, il faut envoyer un courrier à la même administration, au même endroit, et formuler la même demande pour faire saturer en recommandé, sinon cela ne vaut rien. Exactement, et quand si les gens font la démarche de chercher donc appel à magistrat sur Google et tombent sur mon billet soit sur Agorabox, soit sur mon site internet directement, enfin sur mon blog, la lettre est téléchargeable sur mon blog et d'ailleurs je vous invite à la télécharger et l'imprimer parce que je l'ai envoyé que fin août dernier, donc de toute façon les faits sont toujours, dans le code pénal c'est plus de 10 ans je crois avant que les faits puissent être abolis. J'ai plus la date pour ce genre de choses là. Mais bon, toujours est-il que s'il télécharge le fichier que j'ai laissé, il l'imprime, la seule chose qu'ils auront à faire c'est payer 5 € effectivement de frais de recommandé. Ils envoient ça au procureur de la République de Paris et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, mais simplement le fait qu'on soit massivement en train d'écrire au procureur de la République pour dire, dis donc, il y a quand même beaucoup de violations de la loi de la président de la République, c'est pour ça, n'importe quelle loi. C'est pour ça, donc ça, c'est des actions, il faut juste les centraliser finalement, parce qu'on s'organise, on met les adresses,
des gens, je suis sûr que il y en a plein, regarde dans ceux qui nous regardent, je suis sûr que vous connaissez, vous êtes je sais, des maestros de la plume, il y en a parmi vous, des gens qui ont cette qualité, ce talent de pouvoir faire une lettre qui symbolise bien, qui explique bien. Des sacrés auteurs. Et il n'y a qu'à reprendre ensuite cette lettre, l'envoyer, en recommander avec évidemment... Et on spamme physiquement. Et on spamme physiquement des institutions, c'est une super idée. Moi personnellement, je suis assez emballé par l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous étiez assez emballé en plus par l'idée tout à l'heure de justement spammer l'Élysée, mais spammer les procureurs aussi dans la foulée, les magistrats. La seule différence, c'est que quand on fait une lettre de dénonciation, si on veut être au top, bon alors c'est des lettres de dénonciation, des modèles, on en trouve sur Internet. Donc c'est pas difficile à faire. Ce qui est difficile à faire, qui demande un certain travail de recherche pour ceux qui n'ont pas peur, c'est se plonger dans le code pénal, donc il faut creuser quand même un peu pour étayer ce qu'on dit. Maintenant, il y a des gens qui le font, moi je l'ai fait, je sais que j'en ai, il y a des associations qui luttent contre les banques qui, pareil, fouillent. Il nous faudrait un ou deux avocats dans le coup, limite, quoi, pour faire super bien, il nous faudrait un ou deux avocats engagés parce qu'on n'a pas de sous. Il y en a déjà, mais on est entouré d'avocats, il n'y a que ça. Regarde, dans la résistance, il y en a plein. Moi, j'en connais. On en a accueilli encore un l'autre fois. Il y avait Adrien Abosi qui est avec nous, qui est avocat, et qui, je suis sûr, s'il était sollicité pour écrire un courrier qui serait repris, je pense que c'est des gens qui répondraient à l'appel et qui pourraient nous donner des clés, justement. Moi, j'ai tenté de le contacter quand même sur ces trucs-là. Il n'a jamais répondu. Donc, j'étais un petit peu déçu parce qu'il était déjà, en fait, presque dans ma propre verve. Lui, il expliquait qu'il fallait se chercher des outils pour en sortir. Moi, je suis déjà celui qui cherche qui a déjà, je ne vais pas dire trouver les outils parce qu'il y en a plein d'autres qu'on peut trouver, mais je suis plus dans cette démarche-là dès le départ. Je ne suis pas dans un point de vue philosophique. Parce que concrètement, par exemple, il y a tout un tas de sujets en plus, parce qu'il y a alors Hollande, je ne veux pas dire, effectivement, des traités de haute trahison, mais ces gens-là, on pourrait aussi leur signifier même ce qui se passe à l'international sur leur soutien aux rebelles syriens. C'est pour ça qu'il faut leur écrire. Cette guerre en Libye, il y a tout un tas de choses. Comment voulez-vous que ces gens, de toute façon, ils sont coupés de toute façon des citoyens, mais comment voulez-vous qu'ils ressentent l'opposition des Français sur un sujet si les Français eux-mêmes ne sont pas en train de leur signifier souverainement, leur exiger souverainement qu'ils arrêtent de faire des conneries. Donc il faut que les mettre au contact, il faut que les renseignements généraux qui sont à l'Élysée disent, dis donc on a trop de courriers à l'Élysée où ça charge sévère, ça pue, c'est quand même un symptôme très pré-insurrectionnel. Partout on le sent. Là c'est pour ça, alors LKJ qui réagit violemment, il nous dit mais quelle revendication, c'est nul, moi je voudrais dissoudre le gouvernement et l'épurer, toute autre demande ne serait qu'un pavé dans la mare. Oui, mais pour arriver à ça, il va falloir déjà commencer à lancer un mouvement d'ensemble. Moi, je suis favorable à ce truc-là. Par contre, moi, je suis assez légaliste. Donc, je pense qu'Hollande, on n'aura pas le choix que de se le coltiner jusqu'à la fin. Maintenant, ce qu'on pourrait très bien faire, et ça, c'est une idée que je défends avec une amie du MPEP, c'est organiser un Conseil national de transition. Donc, on prend les meilleurs techniciens sur, par exemple, l'agriculture, la monnaie, ou l'économie, tout ce qu'on veut, la géopolitique. On prend des Asselineau, on prend des Nikonov, on prend des Bourguignons, on prend des Jean Covici. Voilà, on prend ce qu'il y a de meilleur. On fait en sorte que toute la décision, Hillard, je pense que tous ces gens amènent leur pierre quelque part, Chouard, etc. Même gratin, on demande en quelque chose qui ramène tous quelque chose. Exactement. Et on prend ce gratin-là, on demande à toute la dissidence qui donc est très interconnectée sur les réseaux sociaux, quel nom ils proposent déjà eux-mêmes et puis à quel poste ils verraient ces gens-là. On forme un Conseil national de transition qui est pour l'instant fictif et virtuel, mais si derrière on leur donne le commandement de l'autorité légitime, je vous conseille d'acheter le petit Dallos qui traite du code pénal. C'est un tout petit livre qui coûte 2-3 €, et il y a l'article 122.4 du code pénal qui est décrit, qui est sur le commandement de l'autorité légitime, et qui explique bien que c'est pas parce qu'institutionnellement quelqu'un a l'autorité légitime, à savoir par exemple le président de la République, que cette autorité ne peut pas lui être retirée parce que la légitimité serait accordée à une autre entité ou une autre personne. Donc il y a le magistrat qui a écrit ce petit bouquin pour décrire quelques textes du code pénal importants.
explique bien tout cela et le démontre par un fait historique qui est Pétain, qui était institutionnellement placé à la tête de l'État à un moment, mais qui avait l'autorité légitime, c'était De Gaulle. Donc, pour tout un tas de raisons contextuelles, le CNR était hors constitution, le Conseil national de résistance était hors constitution. Il était là temporairement. Mais nous, on pourrait tout à fait former un CNT qui soit représentatif de l'ensemble, qui assainisse, qui a à assainir au plus vite, qui organise des élections, une constituante pourquoi pas. On lui donne 500 jours pour faire son boulot de Conseil national de transition et après il repasse la main au système qu'on décidera ou alors tout bêtement une élection présidentielle de base. Mais au moins ce sera assaini. Parce que là ils nous disent, alors par exemple c'est Lefteros, mais ils savent concrètement, ils s'en foutent éperdument, leur communiquer notre mécontentement ne fait que leur donner une légitimité. Il faut absolument tomber le gouvernement. Dans ce cas-là, ne fais rien parce que dire il faut absolument faire tomber le gouvernement, c'est très bien, mais déjà, moi personnellement, j'ai l'impression de faire quelque chose parce que je me révolte sur la monnaie. Et puis c'est pas simple faire tomber un gouvernement, monsieur Lefteros. Déjà, eux, pour faire tomber un gouvernement, on voit bien, ils sont obligés de mettre des gros moyens militaires énormes que nous n'avons pas. Donc il faut bien qu'on trouve d'autres solutions. Donc d'autres moyens. On ne pourra pas renverser par une force militaire, à moins qu'il y ait la solution, le militaire miracle qui se réveille. Moi non plus, j'ai beaucoup de mal à y croire. Il y a 200 ans avec Napoléon, à proprement parler, lorsque les militaires et encore, De Gaulle, c'était un état de nécessité parce qu'on était en guerre. Oui, en guerre, c'est les militaires qui prennent le pouvoir, nécessairement. On n'a pas le choix. Ouais. Mais dans un autre contexte qui était donc la fin de la Révolution française, Bonaparte militaire reprend de force le commandement. Mais déjà, ça a 200 ans, on n'a plus cette culture-là depuis. Nos militaires, je peux vous assurer que ils sont très hostiles à ce qui se passe. Il y a 5000. Attends, il y a quand même en France 5500 généraux payés à rien faire. Exactement. Les dos en éventail. Tout à fait. Et grassement payés. Donc c'est comme ça. C'était le Marc Bloch, c'est ça, c'était le collectif Marc Bloch qui l'avait. Et qui l'a balancé. Moi je l'ai vu sur la voie de la Russie. Voilà. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui est assez incroyable, quoi. Donc ça veut dire qu'on a des militaires qui servent pas à grand chose. Donc c'est pas dans cela qu'il faudra compter. Bien que moi non plus, j'ai aussi la solution, elle me paraît pas mal. Alors on nous dit quoi ? Ça c'est Malik Timb, je sais pas comment on prononce. Les présidents ne sont là que pour une durée déterminée. Hollande et sa bande n'ont rien à faire des revendications. Exemple mariage pour tous. Partout où ils vont, ils sont tous tués, mais ils s'en foutent car ils ont le pouvoir et donc intouchables. Non, mais à partir de ce point de vue-là, on fait rien. Ouais, voilà. Donc moi, c'est le genre de discours que je n'entends plus parce que c'est dire à chaque fois, de toute façon, ils s'en foutent, ils ne nous écoutent pas. Oui, on le sait. Mais maintenant, il y a un moment où quand on fait pression psychologique sur eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que constater cette pression d'un point de vue physique, ces gens-là sont des êtres humains comme nous deux, comme nous tous. Ce sont des êtres humains, ils sont sensibles au stress. Dès lors qu'ils sentent une population française qui leur envoie un courrier massivement et qu'ils ont les bureaux débordés des facteurs qui leur apportent des sacs et des sacs de courrier, je suis navré, il y a un moment où ils vont commencer à se dire est-ce que je fais pas une connerie si je me mets encore en porte-à-faux avec la population française alors que je sens qu'elle est déjà bien remontée et que ça pue et que j'ai un précédent qui me fait rappeler qu'il y a eu un Louis XVI qui a eu la tête tranchée et différents mouvements insurrectionnels en France qui font que faut pas trop chauffer les Français non plus. Ils le savent. Ils le savent. Pourquoi ces gens-là se surprotègent et cherchent à éviter la masse populace? C'est parce qu'ils ont peur de nous. Il faut vraiment se mettre dans cette idée que ces gens-là sont tellement inférieurs du point de vue numérique, ils ne font que nous trahir, ils le savent. Ils ont toute l'histoire derrière eux qui leur font penser que trop de trahison, à un moment, ça peut leur coûter très cher, ça peut même leur coûter la vie. Il y a un moment où il y a toute cette psychologie qui est derrière. Et ces gens-là, on la trouille. Donc il faut arrêter de dire ces gens-là nous ignorent, ils n'en ont rien à foutre. Non, ils ne nous ignorent pas. D'ailleurs qu'on est en masse en train de les pourrir, ils ont peur de nous. Ils commenceront à méditer s'il faut effectivement aller envahir la Syrie ou pas. Parce que si on est tous à écrire pour dire au président tes conneries de soutenir des espèces de cinglés en Syrie qui tranchent des têtes à des petites gens, nous on n'en veut pas. Et si tu n'obéis pas, ça va mal se passer. Très clairement, c'est ce qu'il faut faire sentir dans un courrier de façon intelligente. Le but, c'est pas de se retrouver soi-même du coup avec des problèmes de justice, mais il faut le faire de façon intelligente et se rappeler que la souveraineté nationale,
C'est très bien de la réclamer, de dire on veut récupérer notre souveraineté, mais en même temps, il faudrait à un moment se dire je suis déjà souverain. Puisque c'est écrit dans les textes, il faut l'acter. Il faut dire je suis souverain, je suis chez moi dans mon pays. Et à un moment, je sais que ce président de la République est mon larbin. Parce que alors justement, tu as vu, c'est Jacques Aujac qui dit ce sont pas des êtres humains comme nous tous, ils sont l'élite, ils nous méprisent. Si t'as pas fait Polytechnique, t'es forcément une merde inculte et stupide. Et est-ce qu'il est... mais il faut pas penser comme ça, justement. Il faut penser l'inverse. Eux, nous, effectivement, de leur point de vue, nous prennent pour de la merde, pour de la merde, il n'y a pas de problème. Ils nous considèrent comme de la merde de leur point de vue. Mais nous, de notre point de vue, on sait qu'on a notre valeur. Et comme on est plus nombreux... Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai eu une petite anecdote sur Internet que j'avais trouvée géniale. Il y a un prof qui prend un billet de banque. Ouais. Alors, je sais plus si c'est, on va dire, un billet de $100. Il montre ça à des étudiants. Il dit, ouais, le billet de $100. Ils disent, ouais. Il prend le billet, il le froisse comme ça, tac, tac, tac. Il dit, vous le voulez encore? Je dis, oui, bah oui. Il le froisse, il marche dessus, là. Il dit, vous en voulez encore? Les gens disent, mais oui. Et il dit, pourquoi vous en voulez encore? Parce que vous connaissez sa valeur. Et en fait, il dit, vous, c'est pareil. Si on vous piétine, on vous dit que vous êtes de la merde, machin, mais vous connaissez votre valeur. Eh ben, tu vois, c'est la meilleure allégorie pour expliquer. Voilà, c'est la même chose. Donc nous ne sommes pas de la merde, c'est nous qui allons vaincre. En fait, c'est eux, ils aiment bien répéter ça. Hein, nous vaincrons. C'est nous qui allons vaincre. Il faut partir déjà dans un état d'esprit profondément positif. Mais oui. Parce que l'apathie générale qui est en France, il faut voir aussi d'où elle découle. On a toujours été un peuple qui manifestions à chaque connerie. Alors il y a Couf35 qui dit pas d'accord, mariage pour tous, plus de 200 000 courriers et ils se sont tous torchés avec. Alors tu dis quoi là? Alors déjà 200 000 courriers, moi je voudrais avoir l'info telle qu'elle a été faite. Ensuite derrière, moi personnellement les histoires de mariage pour tous, je considère que c'est un sous-problème. Ensuite je considère que c'est pas seulement au président de la République qu'il faut écrire, mais à toutes les institutions possibles et inimaginables. Donc ça comprend les ministères, ça comprend la justice qui est neutre, qui n'est pas censée être politique, quand bien même il y a une difficulté quand même avec les procureurs, puisqu'ils sont aux ordres du ministère de la Justice. Mais enfin, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a une expérience qui a raté sur un combat très particulier, hein, qui était en plus un élément de programme du PS, je le rappelle. Le mariage pour tous était déjà décidé dans le programme. Que ça n'a pas marché, qu'il faut se dire on abandonne, on ne fait plus rien. Moi je suis quelqu'un qui est profondément positiviste et je considère que c'est en réitérant ce genre de choses et en ne cessant pas de les réitérer et de les amplifier qu'on arrive à quelque chose, et si possible sur des sujets moins cons que le mariage. Les gens, j'ai l'impression, ils veulent de l'action, enfin nous, notre public, parce que là on nous dit par exemple c'est QSR, franchement ils s'en foutent jusqu'à l'insurrection, il suffit de voir le référendum, personne n'a bronché, le mariage gay s'est enterré, on n'en parle plus. Tu vois, c'est... Donc on fait plus rien. Donc c'est ça, c'est après qu'est-ce qu'on fait? Alors QSR, oui, nous vaincrons les survivants, il y aura une boucherie Caravan. Cette élite dépravée ira jusqu'à la guerre civile, ils ne bougeront pas de leur idéologie de base. Ouais, mais qui ne bouge pas? Qui ne bouge pas réellement? Est-ce que c'est eux? Eux sont actifs dans ce qu'ils font. C'est nous qui ne bougeons pas. Donc moi, je réfute clairement ce truc de dire eux ne bougent pas. Si, ils savent très bien ce qu'ils font. Là, ils sont en train de signer leur traité de libre-échange avec les États-Unis. Ils sont très activistes là-dessus. Bon, eux savent ce qu'ils font, ils ont leur politique. Ceux qui ne bougent pas, c'est ceux qui sont en train de se plaindre, de geindre et de dire de toute façon c'est foutu, on pourra rien faire. Mais c'est une pensée suicidaire, c'est proprement suicidaire que de penser comme ça. Je vous l'ai dit au départ, moi je suis arrivé pour des questions d'enjeux de pétrole qui sont profondément liés à des enjeux alimentaires derrière, parce que moi ce que je cherche à éviter, c'est que des mômes en France, et même ma génération à moi, qui allons connaître la fin du pétrole, hein, on va tous se la connaître, hein, des gens qui ont ma tranche d'âge vont tous connaître la fin du pétrole et dans les 20 années à venir. Donc il va y avoir un enjeu alimentaire absolument titanesque. Et je vois des gens qui sont dans une apathie générale, qui sont en train de dire ça sert à rien de faire quelque chose, de toute façon vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on a tenté quelque chose ça n'a pas marché. Mais merde, arrêtez avec ça. C'est au contraire, quand ça n'a pas marché, on redouble encore. Et si ça suffit pas encore, on redouble. Mais il faut absolument avoir un esprit positif. Alors QSR, la seule façon de bouger, c'est la violence.
Non. Ça, c'est une foutaise, c'est la seule façon justement de se discréditer auprès des citoyens qui n'ont pas encore connaissance de notre combat politique de façon générale. Voilà. Alors voilà, la réponse, mon cher QSR. Alors tête de cacahuète, à partir de demain, fini les commentaires pour moi, je veux pas d'ennui. Mon record, déjà ça commence à flipper les mecs, attendez, oh, on n'a même pas envoyé les courriers. Je t'envoie un courrier. Bouge pas, on t'envoie une lettre tout de suite. Attends. Il y a Polo de Lisbonne. Je constate qu'ici au Portugal, il n'y a pas un seul journaliste, intello, professeur ou philosophe. Ça bouge pas. Ça préfère parler de foot alors que c'est la misère. Mais il leur faut quoi? Des gens qui sont au Portugal, qui entendent des intellectuels en France ou des gens qui se bougent et qui se disent tiens, je vais parler à mes copains portugais et leur dire ils font ça en France. Non, parce qu'en France, il faut le dire quand même, la réalité, il y a un débat, en tout cas on va dire un débat politique au sein de la population. Hein, au sein de la population, il existe un grand débat sur les changements, sur les aspirations. Mais décalage absolu avec évidemment les gouvernants, l'élite et les médias qui sont à des années-lumière. On a l'impression de deux mondes, quoi. Tu sais, c'est surtout que ce débat, en fait, je le trouve malvenu maintenant parce qu'il y a un moment où on peut parler du revenu de base, on peut parler des... Alors salaire à vie, je suis plus salaire à vie, parce qu'on nous a fait la remarque tellement souvent, parce qu'il y a 10 postes qui vont arriver. Revenu de base, c'est les libéraux qui le pensent. Voilà. Salaire de vie, c'est plus social. Moi, je suis partisan du salaire de vie tel que Bernard Friot le propose. Oui, voilà. On va d'ailleurs penser, c'est quelqu'un que vous avez déjà demandé, on va l'inviter, effectivement. Très bonne initiative. Bon, il y a des tas de débats intellectuels, je suis le premier à m'enfoncer là-dedans parce que j'adore ça et que je suis comme tout le monde avec des idéaux à défendre et voilà, c'est très agréable. Simplement, à un moment, c'est très bien d'avoir des débats intellectuels et puis de rester dans l'entre-soi, dans les partis politiques ou pas pour avoir ces débats-là, mais si on veut instituer des grandes idées, que ce soit sur l'agriculture, la monnaie, le social ou des choses comme ça, il faut avoir la main. Il faut qu'on reprenne la main sur l'État. Ouais. Si on ne reprend pas la main sur l'État, tous ces débats intellectuels où on dit je vais voter pour ça pour réussir à faire avancer tel truc, c'est de la foutaise, ça ne sert à rien. Donc moi, le débat intellectuel que j'essaye de mener, c'est de dire, avant de commencer à parler de ce qu'on pourrait faire pour l'après, parce qu'on sait très bien qu'il faut que tous ces débats-là, il y aura certainement une suite. On commence à parler de l'étape numéro 1 qui est de dire comment on reprend le pouvoir. Ces débats, pour moi, c'est le préalable. Pour moi, c'est le préalable aussi, je suis assez d'accord avec cette stratégie. Et il faut arrêter de croire que c'est l'élection, clairement. C'est 40 ans d'élection. Parce que le après, en gros, c'est vrai que déjà la question, c'est maintenant. Comment on fait concrètement pour reprendre le pouvoir? Alors, on le sait, on va reprendre le pouvoir quoi? C'est soit on a l'armée, on a des armes avec nous, parce qu'en face, ils ont l'armée, ils ont les armes. Ou alors, on est plus subtil. Voilà, on reprend le pouvoir autrement parce qu'on n'a pas d'armes, évidemment. Ou alors on n'aura pas les 5500 généraux payés par l'OTAN. Alors il y a un autre moyen pour ceux qui considèrent que le courrier ça sert à rien, ceux qui ont 20 € à dépenser. Faites comme moi, je vais adhérer dès demain au Parti Socialiste. Alors je sais, ça y est, je vais passer du côté du clan ennemi, mais en fait j'en ai rien à foutre des thèses du Parti Socialiste. Il faut juste, de la même façon que je disais qu'il y a 1500 à 2000 courriers qui sont reçus par jour par la présidence de la République, c'est un objectif chiffré. Au Parti Socialiste, vous pouvez vous dire que l'objectif c'est à peu près 10 000 à 30 000 personnes qui rentrent au PS pour l'envahir. Et la structure du PS, on peut tout critiquer au PS, mais certainement pas sa démocratie interne qui fait que non seulement les dirigeants qui souhaitent avoir un mandat quelconque, que ce soit du local ou du national ou entre les deux, et ainsi que les programmes, tout ça c'est voté par les militants et les programmes sont forgés par les militants. Donc on peut tout à fait envahir le parti unique de la France et en plus celui qui aux manettes, dire on a plein d'idées sur la constituante, tel que M. Chouard dit, il faudra organiser une constituante. Ouais mais c'est bien, t'as pas la main, donc qu'est-ce que tu fais pour l'organiser ta constituante? T'envahis un parti politique qui est dit de gouvernement, puisqu'il n'y a que ceux-là auxquels les Français ont confiance. Donc on l'envahit, on utilise toutes ces structures dans les sections, on retourne le cerveau des braves militants du PS en leur expliquant les questions monétaires, les questions traitées, etc. On leur dit voilà, il y a telles idées qui circulent que vous n'avez jamais entendues sur l'agriculture, sur le salaire de vie, sur des tas d'autres choses. On fabrique nos programmes, notre constitution, et à la fin, comme on est assez nombreux, on dit au président de la République, écoute toi, on ne peut pas te dégager constitutionnellement, ok, par contre ton gouvernement de merde, tu le dégages, et tu vas nous mettre les personnes qui nous intéressent,
et tu vas appliquer le programme qu'on a forgé. Alors là, ils nous disent, alors c'est à Tanor, adhérer au PS et ils vont se gosser d'avoir plein d'adhérents. Moi, haha. Ouais, tout à fait. Mais simplement, est-ce que ça va être les adhérents qui veulent? Alors oui, alors après on nous dit, on n'est pas assez nombreux et on ne sera jamais plus que les autres ne veulent voir la réalité qui leur fait trop peur. On est nombreux. Alors déjà, on va faire un petit point de vue sur les chiffres. On va prendre juste ce point de vue électoral. On prend Front de gauche et Front national qui sont les deux gros. Le Front national, c'est presque 7 millions d'électeurs et le Front de gauche, non, Front national, c'est 7 millions d'électeurs à peu près. Front de gauche, c'est 4 millions environ. Donc ensuite, on a toutes les officines qui se greffent autour. On avait Dupont-Aignan qui était à presque 1 million. Et quand on prend ensuite tout le reste, UPR et Solidarité et Progrès, c'est ça, MPEP, PRCF, les partisans d'égalité, réconciliation, etc. Au bas mot, je pense qu'on a 2-3 millions de personnes qui ne sont pas forcément très visibles, mais qui sont là. Donc il y a au moins 15 millions de Français qui sont déjà opposés à certains fondamentaux, qui sont l'Union Européenne. Front de gauche, Front national, l'Union Européenne, ils la combattent. Chacun à leur façon. D'ailleurs, QSR, c'est pas très gentil, oui, Front de gauche, il n'y a que des abrutis dans... Non, on va discuter déjà avec les mecs du Front de gauche avant de les insulter. Bah oui. Il y a des abrutis au Front de gauche, il y en a au Front national, il y en a aussi au Front national, il y en a à l'UMP, il y en a au PS. Il y en a partout. Même à l'UPR. C'est universel, la bêtise. Mais non, c'est... Faut discuter avec ces gens-là. Moi, je vais sur le terrain, je discute avec ces mecs. Donc, effectivement, j'ai déjà rencontré des abrutis et j'ai déjà aussi rencontré des gens qui m'ont surpris par leur intelligence. Et d'ailleurs, sur le sionisme, qui était très... Il dit pas vrai, le Front de gauche, Mélenchon est pour l'Europe. Oui, mais là, il parlait de la base militante, pas des appareils, pas des têtes de parti. Parce qu'on pourrait dire la même chose Marine Le Pen. La plupart des adhérents du Front National sont foncièrement anti-européens, Exactement. Mais sauf qu'effectivement... les têtes du parti, donc à sa tête, c'est pas tout à fait pareil. C'est des alter-européistes aussi au Front National, faut pas croire. Bien sûr. C'est pas parce qu'elle nous présente l'euro à démonter que le lendemain elle revient pas déjà sur ce qu'elle a dit par rapport à l'euro. Et puis à la base, moi j'ai lu leur proposition économique et institutionnelle par rapport à l'UE. C'est juste de la foutaise, c'est du pipeau, c'est pas mieux qu'au Front de gauche. Ouais. Donc à un moment, il faut arrêter d'écouter ce que disent les dirigeants, ces gens-là sont vérolés. Ce qui nous intéresse, ce sont les militants, il faut aller sur le terrain, il faut aller discuter avec eux. Nous sommes des êtres humains, en général quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se détruit pas, on se boxe pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, on a tendance à discuter, puis on se rend compte qu'en fait ça peut être un super bon copain, quand bien même on pourrait avoir une opposition politique avec lui. Parce que c'est comme ça. Le petit peuple, qu'il soit au Front de gauche, au Front national ou ailleurs, de toute façon, a des aspirations qui sont communes. Et dans ces aspirations communes, il y en a au moins une qui est certaine, c'est la hostilité à l'Union européenne. Tous les gens qui se réclament de la souveraineté ou d'un peu de patriotisme ne peuvent pas blairer l'Union européenne. Donc ça, c'est le socle commun. Et en plus, il a l'avantage d'être neutre. Ça n'a rien à voir avec du mariage gay qui va diviser les Français. Il y a la moitié qui vont être d'accord, l'autre qui ne va pas être d'accord. Ça n'a rien à voir avec les questions de sionisme où on va avoir des imbéciles qui vont croire qu'on parle d'antisémitisme quand on parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec d'autres thèses sociétales qu'on a soulevées comme le cannabis ou la PMA ou des choses comme ça. C'est un sujet qui concerne tout le monde et qui fait consensus. Donc commençons d'abord par prendre ce qui est un point commun, bâtissons un programme, si on envahit le PS, pour moi c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment... Il y en a un qui nous dit, tu vois, c'est dissidence, tu peux pas gagner en jouant avec les règles de l'ennemi. Tu vois. Ah bon, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, tu meurs? Non mais attends, faut utiliser les outils de l'ennemi. Si Meta TV avait la possibilité d'avoir tout le pognon des grands médias institutionnels, vous croyez que Meta TV ne serait regardé, ne serait visionné que par 10 000 ou 100 000 personnes? Non, ils auraient la même portée. Mais il faut pour ça avoir les outils dont dispose l'ennemi. Donc la monnaie, nous on ne peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas des financiers pour nous soutenir. Mais par contre, on peut tout à fait utiliser les mêmes armes. Il y a des armes techniques comme les partis politiques ou la presse, à travers les institutions juridiques. Ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut les utiliser. Et on utilise les outils. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Alors QSR, au Front de gauche, ils sont trop mondialistes à mon goût, même si on peut être d'accord sur certains points. Pas tous. Mon cher QSR. Pas tous, mais c'est plus nuancé déjà. Pour vous donner un ordre d'idée, vous cherchez même dans les statistiques que vous pouvez trouver, un tiers des partisans du Front de gauche sont très hostiles à l'euro. Ils voudraient récupérer la monnaie nationale. Donc ne dites pas qu'ils sont tous mondialistes. Après, QSR a dit autant voter pour Hollande, je préfère là
original, en fait, l'original à la copie. Comment il peut y encore y avoir des gens intelligents au front de gauche, 30 minutes après les élections, il a donné ses voix à Hollande pathétiques. Tout à fait. Ouais. Et ça a été critiqué. Actuellement, au front de gauche, ils sont en train de... les sympathisants du parti de gauche sont en train de faire une levée de bouclier parce que le Parti communiste français est devenu donc une officine du Parti socialiste désormais. Ils font des alliances pour les mairies. Et au parti de gauche, ils disent que ça n'est pas possible. On ne peut absolument pas les suivre là-dessus. Et le front de gauche risque d'ailleurs de faire une scission à cause de ça. Ouais, c'est ça. Et puis Mélenchon, il passe son temps à taper sur Hollande dès qu'il peut. Il lui en place une. Donc, il lui place des petits coups dès qu'il peut, tout le temps. Il en laisse pas une de côté pour le gouvernement. Donc voilà. Mais faut pas réagir avec la politique politicienne ou en cherchant à savoir ce que disent les dirigeants. Faut oublier tout ça. Faut aller voir des gens qui sont dans votre quartier, qui sont dans une antenne politique, quelle qu'elle soit, et discuter avec ces gens et vous rendre compte que ils ont les mêmes aspirations que vous globalement, mais simplement ils ont choisi telle chapelle pour les porter. Donc il faut vraiment être beaucoup plus simple que ça. Revenez vers la simplicité, votre quartier ou votre ville, c'est là que ça se passe. Ah ouais, oui, ça c'est... Vous adhérez au PS, vous allez dans la section locale du PS, vous retournez le cerveau, il y a un gars qui s'appelle Marc Jutier qui a fait ça, là, au PS, et il y en a d'autres qui commencent à le faire. Vous retournez la tête des gens qui sont sous-éduqués politiquement, économiquement dans votre section. Pour peu que vous soyez bon dans vos arguments et que vous sachiez les défendre, croyez-moi qu'ils vont s'intéresser à vous parce qu'ils vont se dire, dis donc que là c'est pas de la soupe qu'on a, c'est vraiment des vrais arguments techniques, il nous fait voir des points de traité. Bon, ça va déjà favoriser votre aura dans une section. Ensuite, vous savez que vous avez tant de copains qui ont joué le jeu partout en France d'envahir le PS et vous dites, bon voilà, on va commencer à créer une motion. Une motion au PS, c'est un programme. Et à partir de... vous faites circuler les idées. C'est comme ça que ça se passe. Tout au PS, tout est architecturé comme ça. Les sections bâtissent les programmes et elles les font voter à la fin en congrès. Donc on peut au moins utiliser un outil institutionnel. Et pour le coup, là, quand on parle de quenelle, la quenelle au système serait vraiment énorme. Que ce soit le Parti Socialiste qui lui-même libère la France du Parti Socialiste. Donc moi je sais pas, je vois le truc maintenant, si c'est une question de dire idéologiquement je peux pas supporter les gars du PS, oui moi aussi, mais bon, si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Anko? En gros, le front de gauche, c'est un sous-FN, Lefteros qui nous dit ça. Pour moi, c'est front de gauche, front national. J'ai l'impression que c'est les deux... c'est deux fronts. C'est fait exprès, les deux chevilles qui tiennent pour pas qu'on sorte de l'Europe, quoi. Oui. Et qui catalysent on va dire les mécontentements les plus extrêmes, quels qu'ils soient. Que ce soit sur une ligne sociale pour les ouvriers qui vont voter Front de gauche et aussi les ouvriers qui votent Front National parce que aussi... Mais c'est même hallucinant. Moi, une fois, j'avais discuté avec des mecs du FN sur l'histoire de la peine de mort. Je leur disais, mais tu te rends compte que la peine de mort, il y a beaucoup de gens qui sont opposés et rien que pour ça, ils diront jamais au FN. Et il me disait, mais moi-même, je suis opposé à la peine de mort, mais c'est un référendum qu'elle nous propose. J'ai fait, et est-ce que ça te gêne pas l'idée qu'on revienne sur un acquis qui n'était pas si mal? Il fait, ouais, ça me gêne quand même. Je fais, alors pourquoi tu soutiens cette merde? Parce que tu sais très bien que agiter la peine de mort, la majorité des Français sont très contents qu'on l'ait retirée. C'est vrai, en plus, quand on regarde les sondages, la majorité des Français ne veulent pas y revenir. Et ils savent très bien que si tu agites un gris-gris dans ce sens-là, du coup, tu vas avoir tous les gauchistes qui sont encore plus fervents militants contre ce genre de choses qui vont dire jamais on ne suivra, jamais le Front National ne sera quelque chose de social considéré comme une forme de libération. Et donc on aura toujours cette putain d'opposition gauche-droite à la con qui ne mène à rien. Bon voilà, je pense que c'est un bon résumé. Alors il y a pas mal de gens qui nous ont demandé, on a demandé plusieurs fois où est-ce qu'on pouvait t'écrire. Parce qu'ils cherchent à t'écrire sur ton blog, et voilà, ils veulent t'écrire. Alors déjà sur ma page Facebook, c'est le plus simple pour me contacter. Après, je pense qu'on pourra leur laisser un mail ou des liens pour faciliter. Oui, on peut laisser des liens, mais après vous pouvez noter. Alors SYL, je m'appelle Sylvain, j'ai donc SYL DARTHA SYL DARTHA, @gmail.com. Si vous voulez m'envoyer un mail, c'est... Voilà l'adresse, parce qu'il y a eu plusieurs mails pour savoir comment on pouvait t'écrire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Parce que alors les dissidents se sentent encore un peu honteux et ont peur des anathèmes.
Vous parlez de la loi Rothschild 3 janvier 73, on vous répond antisémite. Ça, c'est mon cher Jacques Jacques, entièrement d'accord. Il y a COUF 35, les responsables des jeunes socialistes et en soutien de données priés de démissionner. Donc si nous sommes contre l'euro, ne vont-ils pas nous forcer à démissionner? COUF 35, il n'a pas tout à fait tort. À force, est-ce qu'ils vont pas te demander de démissionner? Et après, qu'est-ce qu'on dit, même si c'est le FN, c'est pas ma tasse de thé, Marine, on sait avec qui elle est mariée, etc. Déjà, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que par rapport à cette... moi, je trouve que c'est pertinent, là, ce qu'il a dit sur le jeune socialiste qui se bat. D'abord, quand on regarde les instituts de sondage, Ipsos, etc., quand j'avais commencé à étudier la révolte monétaire, je m'étais intéressé sur la pensée eurosceptique en France. Donc, on a plein d'instituts de sondage qui cherchent et ils voient par rapport aux appartenances politiques, les points de vue politiques. Eh ben, on a 20% des gens au PS qui sont massivement qui sont franchement eurosceptiques, qui sont très favorables à l'idée qu'on sort de l'euro. Donc déjà à la base c'est faux. Il y a des Marc Jutier qui est au PS, qui est très activiste, lui est un eurosceptique très clairement, et pourtant il n'est pas viré. Donc là c'est un choix politique de ce jeune homme, à mon avis, de s'être écarté pour faire valoir sa position. Je ne connais pas l'histoire, donc je ne vais pas juger. Simplement, c'est pas parce que vous êtes eurosceptique que vous ne pouvez pas entrer au PS. D'ailleurs, vous pourriez les baiser en disant que de toute façon, dans leur statut, il y a des questions de liberté d'expression, de choses comme ça. La question de l'euro est un débat purement économique. Donc on peut tenter de nous godwiniser, enfin de nous hypériser par rapport à la question de l'euro, mais il y a un moment, il faut être rationnel, il faut leur dire, écoute, copain, là, je te parle de monnaie, je te parle pas de... faut remettre les choses. Voilà, faut être un petit peu simple. Voilà, donc voilà, ok, mais les trolls appellent aussi à voter FN, je le jure. Effectivement, mon cher tête de cacahuète, c'est les trolls appellent à voter FN, mais ça, chacun. Alors que les FN, justement, ça sert à rien de rentrer dedans, c'est pas démocratique. Voilà. Comme moi, vous, pas l'envahir. Vous avez la réponse. Eh ben écoute, Sylvain, merci d'être venu à Méta TV pour cette libre antenne. Alors attends, il faut quand même qu'on précise, demain tu fais ta conférence. Oui. Alors j'invite tous ceux qui le souhaitent, qui sont du côté de Paris, à venir à 20h, c'est rue Oberkampf, vous cherchez sur ma page Facebook ou peut-être que vous lirez aussi. On relaiera, vas-y. Je donne une conférence justement sur tous ces outils que l'on peut utiliser, je vais développer un peu plus pour se sortir les doigts et reprendre le pouvoir. Donc ça s'appelle l'insurrection intelligente. C'est à 20h, c'est à Paris, rue Oberkampf. Je crois que le nom du café c'est... Eh ben je l'ai plus, je suis navré. Eh ben on le diffusera. Donc demain, Oberkampf, on vous donnera pour ceux que ça intéresse, c'est la conférence de Sylvain, donc insurrection intelligente, comme ça tu vas développer toute cette thématique qu'on a expliquée, en profondeur avec des petits visuels. On n'a pas pu les passer, on vous est désolé pour des questions de format. En tout cas, voilà. Merci Sylvain, très intéressant, mais je garde mon avis, tu vois. Je t'ai dit, au début, ils sont fâchés, mais après, ça va toujours mieux, les gars. On vous adore. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Mais il n'y a pas que l'euro pour sortir de l'Europe. Oui. Par ce chemin, le temps d'attendre la crédibilité nécessaire pour se faire entendre. Le problème, ce sera de déplacer la politique. Alors, à changer de visage, notre stratégie sera inefficace. Voilà. Je pense que quand même un symbole politique à restaurer tel que le franc, ça reste, c'est ce qui entraînera tout le reste. On a besoin de quelque chose qui nous fédère. En tout cas, voilà, on a besoin de réanimer le pays parce que sinon il va mourir. Donc c'est peut-être un coup d'électrochoc qu'il faut. C'est comme comment on appelle ça, un massage cardiaque là, tu vois, on sent là il faut un coup d'électrochoc pour que le truc il reparte, sinon ça repartira pas. On donne un coup de pied au cul et surtout qu'on y croit, faut arrêter d'être apathique et se dire c'est mort, c'est foutu, on peut rien faire, rien ne marche. Non, au contraire, faut se dire quand ça ne marche pas, on est encore 2 fois plus enragé et on avance. Il faut vraiment avoir un esprit positif, de toute façon on n'a plus le choix. Je veux dire, vu ce qui nous attend, vu les murs financiers, énergétiques, alimentaires qui nous arrivent dessus, il y a un moment on commence à se dire j'arrête de faire de la branlette intellectuelle en me disant on ne pourra rien faire. On se dit je n'ai pas le choix, si je veux bouffer demain, si je veux donner à bouffer à mon gosse demain, il va falloir reprendre les commandes. Voilà. Et en tout cas, moi j'encourage tout le monde à suivre l'exemple de Sylvain. On va continuer, vous savez très bien cette série, citoyens engagés, c'est-à-dire engagez-vous, faites des actions. Je pense que ça c'est nécessaire, ça alimente tout ce courant. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà une belle parole de fin. On se retrouve demain. Demain il y aura changement d'ambiance, on part à cinéma. On sera avec Rafale, Babali, De Spi, de Ursa Major et Laurent Tessot, le réalisateur donc de Brooklyn, son film qu'on découvrira demain. Alors on le découvrira évidemment
par son réalisateur et ses acteurs. Mais le film n'est pas encore sorti. Voilà, et merci encore Sylvain d'être venu. Et on se retrouve donc nous demain, même heure, même endroit. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat, Tranquille, Polo de Lisbonne, QSR, Jaco Jacques, LFT Rose, Tête de Cacahuète, Ranquille, Tranquillou, Vin sans alcool, Jaco Jacques, et voilà, j'en oublie encore, G, Joe, vous avez des sacrés blazes les mecs, hein. Et puis maintenant vous êtes obligés de mettre les blazes parce que d'ailleurs voilà, si vous voulez laisser un message, il faut vous inscrire, ce sont les nouvelles consignes, comme ça il n'y a plus d'anonymes non vérifiés, hein. Nous sommes obligés de se connaître un petit peu, vous voyez, c'est pas plus mal, hein, qu'on fasse un peu connaissance. Voilà, on se retrouve demain. Salut à toute la régie, évidemment, hein, Michael, Stéphane, voilà, qui sont... Les gars pas trop humains de l'autre côté, c'est ça. Oui, voilà, ceux qui sont pas trop humains, là, tu vois, exactement. Les hommes, là, des cavernes, là-bas. Donc, voilà, les gars, ils assurent bien la régie, ça va. Hein, pas de coup de fouet aujourd'hui, tout a bien fonctionné, pas de problème de micro, voilà, on nous le dit, super émission, merci Tepa, respect des auditeurs, vous allez révolutionner par vos méthodes, et ça fait super, bravo les gars, et merci en tout cas à vous, c'est votre télé, voilà, de toute façon Méta TV, c'est une chaîne qui vous donne la parole, c'est clair et net. Et voilà, on continuera à soutenir les initiatives, ça fait super plaisir que vous nous accompagniez, on accompagnera cette vague. De toute façon, ce n'est que le début, n'est-ce pas? Merci à vous, à demain. Allez, ciao.